clap. Quand on m'a parlé du sujet, quand j'ai vu que le sujet c'était que c'était le temps, tout de suite je me suis dit que ce qui m'intéressait c'était d'étudier l'emploi du temps et l'emploi du temps des gens et ce qu'on faisait de notre temps dans notre société. Et ça commence par des considérations du type pourquoi est-ce que je prends du temps pour faire ça, ça, ça et ça, et comment mieux employer mon temps, comment réorganiser mon temps. Alors si on prend un certain point de vue, alors ça veut dire pourquoi est-ce que Bill Gates ne devrait jamais tondre sa pelouse. Le succès de Bill Gates est dans la connaissance de où est-ce qu'il est le plus productif, mais parfois perdre du temps, c'est la meilleure stratégie. Voilà comment connaître la différence. Donc c'est un article qui date de 2013, je crois, ou 2013, par Damon Brown. Bon, je l'ai pris quelque part sur Internet. Mais je trouvais que la question était assez drôle. C'était assez drôle de se la poser. Est-ce que Bill Gates doit tondre sa pelouse ou non? Alors nous, on va revenir plus tard à cette question après toute l'étude qu'on va faire de l'emploi du temps. Mais on y répondra autrement qu'en termes de productivité. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter un peu l'organisation de mon propos. Dans un premier temps, on va regarder ce que c'est que, en 2011, une journée moyenne en France. Il y a deux points de vue qu'on peut aborder sur cette question-là. La première, c'est se dire, si on regarde dans la société, qu'on prend tous les gens de la société, eh bien, la proportion d'étudiants va nous donner la part moyenne de temps qu'on va passer à étudier, la proportion de personnes au chômage, le temps moyen qu'on va passer au chômage, la proportion de retraités, le temps moyen qu'on va passer à la retraite, et ensuite faire toutes ces statistiques en se disant que finalement on peut considérer que c'est l'emploi du temps moyen d'une personne en France. Alors, ce n'est pas du tout le point de vue que je vais adopter, d'autant plus qu'il n'est pas très valable, étant donné qu'il y a des variations très grandes dans ce qui va se passer dans notre vie, suivant qu'on naisse riche, pauvre, homme ou femme. Voilà. Donc il y a trop de circonstances pour parler vraiment d'une personne. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est dans une société, si on a cet emploi du temps, on peut dire que notre société passe tel pourcentage de son temps à faire telle activité, tel pourcentage de son temps à faire telle autre, et réfléchir à partir de là. C'est ça qu'on va faire. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. On va regarder cet emploi du temps. Et à partir d'une étude qui date de 2011, il n'y a pas plus récent, la précédente était en 99, donc 99, 2011. Attendez-vous peut-être à ce qu'en 2023, il y ait une nouvelle étude qui sorte. On pourra comparer à nouveau à ce moment-là. Et donc on va regarder ces données de 2011 et tout au long de mon travail, je vais essayer de ramener ça le plus possible à notre époque. Alors, ramener ça le plus possible à notre époque, c'est 2019, parce qu'en 2020-2021, il y a eu des petites perturbations des emplois du temps avec les confinements. Et donc, on va essayer de rester autour de 2019. Donc, j'ai fait une journée, donc j'ai pris ce temps moyen passé chaque jour, et j'ai essayé d'en faire une journée alors un peu presque, sans réelle cohérence. C'est plus, ce qui est important, les durées qu'il faut noter que les horaires que j'ai notés, qui permettent juste de commencer à donner des petites estimations de ce qu'on fait dans le temps et combien ça nous prend sur une journée. Alors, j'ai mis un réveil à 8h20, bon peu importe, on va passer une petite heure à s'habiller, aller sous la douche, prendre soin de soi. Ensuite, un petit quart d'heure pour le petit déjeuner, 10 minutes pour prendre soin de nos proches, nos parents, nos enfants. Ensuite, 10 minutes pour aller au travail. Ensuite, on commence à travailler. Si on commence à travailler à 10h, ça nous fait terminer le travail à peu près midi et demi, ce qui fait 2h30 de travail en moyenne par jour. Puis, une petite heure pour le déjeuner. On va étudier à 13h30, on arrive à 13h40, donc c'est juste du temps de trajet là. Et ensuite, combien de temps d'études dans la journée? À peu près 30 minutes. Puis on rentre chez soi pour s'occuper de ses plantes, de ses animaux.
Ça nous prend en moyenne 20 minutes. On bricole à peu près un quart d'heure. Ensuite, du ménage, des courses pendant 2h15. Un peu de lecture, à peu près 20 minutes. Puis un peu de sport, à peu près 15 minutes. Une petite promenade de 15 minutes à nouveau. Ensuite, un peu de jeu, un peu d'internet pendant 35 minutes. On s'occupe à nouveau de nos proches, une dizaine de minutes. Des conversations à distance avec nos amis par mail, téléphone, SMS, etc. Une vingtaine de minutes. Un peu de télévision pendant 1h10. Un nouveau repas, 1h. Puis on sort retrouver quelqu'un, à peu près 30 minutes de trajet, 30 minutes ensemble, 30 minutes pour le retour. Ensuite, une petite toilette en rentrant un quart d'heure, un peu de télévision à nouveau, à peu près 1h. Et ensuite, on prend soin de nos proches, on va mettre ses enfants au lit, que sais-je, et on s'endort à 23h50 pour une nuit de 8h30, et le lendemain, on recommence encore et encore et encore. Donc, cet emploi du temps que j'ai fait ainsi, on va maintenant le découper en parties à partir du travail. Donc j'indique mes sources au fur et à mesure. Voilà, ici c'est l'INSEE. À la fin, je vais mettre donc il y aura un QR code et il y aura un tiny URL, en gros un lien, pour trouver toutes mes sources dans le détail si vous voulez plus d'informations ou si vous ne me faites pas confiance sur ce que je dis. Oui. Oui, tous les Français, oui. C'est ça. C'est pas une vraie journée de quelqu'un. Non, j'ai pris des choses, j'ai tout organisé juste pour qu'on ait des temps à peu près qui collent, histoire de retenir à peu près l'ordre de grandeur des temps avant de les... Donc, l'étude a découpé ces temps-là en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est le temps physiologique. Donc, c'est du temps qu'on passe à s'occuper de soi, à dormir, à manger, à faire sa toilette. Et ce temps-là, c'est à peu près 50% de notre temps, exactement 49% de notre temps est passé juste à s'occuper de soi physiologiquement. C'est du temps qui est un peu négligé, donc on va le garder en tête. On y reviendra au cours de l'exposé. Ensuite, le temps professionnel sur une journée, c'est 14%. Donc en gros, sur une journée ou sur une année, la société en 2011 passe 14% de son temps à une activité de travail, d'études ou de transport vers le travail ou vers les études. Donc là, on est à 14%, 3h15. Ah oui, chose importante, les écarts d'amplitude. Alors, suivant les catégories sociales du pays, il y a des variations très importantes. C'est pour ça que ce que je vous disais, on ne peut pas considérer qu'il y ait une personne type, un Français type, dont on fasse la journée. Pour le temps physiologique, les hommes qui sont travailleurs indépendants passent à peu près 11 heures par jour du temps physiologique, contre 12h24 pour les femmes retraitées. Donc j'ai pris à chaque fois la catégorie sociale qui passait le moins de temps et la catégorie sociale qui passait le plus de temps. Pour le temps professionnel et de formation, là on est à 4 minutes par jour pour les femmes au foyer, contre 7h35 pour les hommes indépendants. Le temps domestique, c'est 13%. Alors, bien entendu, très mal distribué. 50 minutes minimum pour les hommes étudiants ou lycéens, contre 5h38 pour les femmes au foyer. Enfin, 17% de temps de loisir. Donc, le temps de loisir est supérieur au temps professionnel et au temps domestique, 17%, soit 4h04. Et ça va de 2h22 au minimum pour les femmes qui sont travailleuses indépendantes, à 5h34 pour les hommes chômeurs. Enfin, 4% de temps de sociabilité, soit 54 minutes, 42 minutes pour les hommes indépendants, à 1h24 pour les femmes étudiantes et lycéennes. Et enfin, les derniers 3%, c'est des transports d'hiver, 52 minutes. Donc ça va de 38 minutes pour les hommes indépendants, qui sont aussi ceux qui ont le moins de temps pour la sociabilité hors repas, et jusqu'à 1h16 pour les femmes chômeuses.
Donc, si on regarde, on a nos 49% de temps physiologique, donc à peu près 50%, et puis tout le reste qui est relativement plus ou moins à peu près distribué entre le temps de sociabilité, temps domestique et temps, temps professionnel, temps domestique, temps de loisir, temps domestique, temps professionnel, voilà. Et puis une petite partie pour le temps de sociabilité et le temps de trajet. Alors, à la fin de cette étude faite en 2011, il y a quelques résultats qui sont donnés directement, qui sont une comparaison de l'évolution entre 1999 et 2011, sachant que 1999, c'est autour de ce moment-là que les 35 heures ont été mises en place. Alors, le temps physiologique est resté stable, le temps de travail a baissé de 20 minutes, les hommes salariés travaillaient en moyenne, en 2011, 37h15 par semaine contre 29h05 pour les femmes. Le temps de travail hebdomadaire des indépendants est beaucoup plus élevé que celui des salariés. De 14h30 supérieur en 1999, c'est passé à juste 10h30 de plus en 2011. Entre 1999 et 2011, les femmes ont moins fait le ménage, mais les hommes n'ont pas plus fait le ménage. La moitié du temps libre est passé devant un écran. Et enfin, les souhaits des Français en 2011, c'est plus de temps de loisirs et plus de temps avec leur famille. Alors, dans un second temps, j'ai pris des statistiques de l'OCDE. Donc l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, histoire de voir si finalement ce qui se passe en France est si unique que ça dans le monde développé, des pays développés. Donc la première chose qu'on va remarquer, c'est que les 14h14 qu'il y a ici, c'est le temps d'emploi par rapport à toutes les personnes actives. Donc si on regarde nos 35 heures et qu'on se dit qu'on les regarde sur une journée, 35 heures sur une semaine, ça fait 5 heures par jour. Et si on se dit qu'on passe à peu près 10% de l'année avec des jours fériés, des vacances et des imprévus, ça enlève à peu près 10%, ça enlève à peu près 30 minutes et on est déjà à 4h30. Donc là, on est à 4h14, ce qui correspond à peu près à nos 35 heures. Donc la moyenne de l'OCDE, c'est 4h51 en 2011. Et on voit que cette moyenne, elle ne baisse pas énormément entre 2011 et 2019. Et les écarts sont assez importants entre les pays. On voit que le pays qui travaille le moins en 2011, c'est l'Allemagne. En moyenne, c'est 3h56 par jour. Et celui qui travaille le plus, c'est le Costa Rica avec 6h16 par jour. En 2019, on voit que globalement, la tendance est à peu près à la baisse, parfois un peu à la hausse, avec l'Allemagne qui est toujours très bas et le Costa Rica qui est toujours très haut à 5h38. Alors dans les pays de l'OCDE, je remarque, parce que je ne l'ai pas noté dans mon tableau, c'est que le pays qui travaille le plus dans l'OCDE, c'est la Colombie en 2019, mais il n'y avait pas les chiffres de la Colombie en 2011, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait figurer la Colombie ici. Donc ce tableau, pareil, vous pourrez le trouver si vous voulez regarder plus en détail après. Mais dans l'idée, c'est qu'en France, on travaille moins que la moyenne de l'OCDE, d'ailleurs au Japon aussi, contrairement à une idée reçue, mais que globalement, tout est à peu près comparable, surtout qu'on a des pays qui travaillent moins que nous parmi les pays développés. Ensuite, l'évolution, du coup, maintenant on va regarder dans le temps, entre 1950 et 2019. Et on voit que le temps de travail a énormément diminué. Alors, il faut se dire qu'en 1950, le plan Marshall n'a pas encore été mis en place. On est après la Deuxième Guerre mondiale, donc en Europe, on est dans des conditions qui ne sont pas encore celles de pays pleinement développés. On voit qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, on travaille entre 1h30 et 2h43 de plus qu'en 2019. Donc tout ça, ça nous indique quoi, enfin, même plus généralement, que le temps de travail en fait, a baissé énormément avec le temps, et c'est une tendance généralisée dans tous les pays et de tout temps.
Bien, donc maintenant, on a regardé un peu ces emplois du temps et on va essayer de voir maintenant les catégories, les différents types de catégories, et essayer de dire certaines choses sur ces différentes catégories de temps. Alors la première catégorie, c'est le temps physiologique. Alors ce temps, c'est intéressant d'en parler parce que, alors déjà, je pense que probablement on a un minimum de temps physiologique à peu près 50%. Pourquoi ? Parce que ces dernières décennies, il y a eu de grands progrès sur la santé, sur la baisse de temps de travail, les conditions de travail qui font qu'on a moins besoin de se soigner, de prendre soin de soi. Mais d'un autre côté, il est peu probable que ce temps continue de diminuer. Pourquoi ? Parce que avec le progrès, avec la sédentarisation, l'augmentation de l'espérance de vie, on se retrouve dans une situation où les problèmes de santé risquent d'augmenter avec la pollution, avec les produits chimiques, etc. C'est aussi un temps qui est intéressant parce que c'est un temps où les inégalités ne sont pas forcément réparties d'une catégorie sociale à l'autre. Suivant qu'on soit riche ou pauvre, on peut par exemple mal dormir. Si on est un ouvrier qui fait les 3-8 en usine, donc c'est une usine qui travaille 24 heures sur 24, et les ouvriers travaillent 8 heures dans la journée, à différentes périodes de la journée. Un ouvrier qui fait les 3-8 va très mal dormir. Un cadre préoccupé va très mal dormir, ou un étudiant qui fait trop la fête va très mal dormir. Mais d'un autre côté, on peut très bien dormir quand on est aux 35 heures avec des horaires fixes, dans un métier où on touche le SMIC, ou encore mieux, quand on a plein d'argent et qu'on est rentier. Voilà. Et ce temps-là, c'est quand même la moitié d'une vie. Ensuite, le temps de travail. Donc le temps de travail, on a plusieurs choses à en dire. Alors, moi, j'ai voulu me concentrer sur ce qu'apportait la baisse du temps de travail. Alors, si on regarde les promesses à l'époque des 35 heures, puis plus récemment des 32, des 30 heures aux élections présidentielles précédentes, ou ailleurs, voilà, on se dit que baisser le temps de travail, si on se dit mécaniquement, qu'est-ce que ça va faire ? C'est que si les gens passent, une personne ne peut pas passer, va plus passer 40 heures au travail, mais 35, les 5 heures qui manquent, il va falloir embaucher peu de personnes, et que mécaniquement, ça va faire que les gens vont embaucher. En pratique, et là, je me repose sur une publication du Sénat, qui dit que en fait, ça a été quelques centaines de milliers d'emplois, uniquement le passage aux 35 heures, et que la plupart du temps, en fait, ça a été compensé par des gains de productivité au travail. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille moins avec le temps, c'est qu'on a gagné en productivité, donc il y a eu moins besoin de faire travailler les gens à des rythmes effrénés. Si on regarde en parallèle, une autre politique qui a été employée pour faire baisser le chômage à la fin des années 90, début des années 2000, en Allemagne, on a fait le choix des mini-jobs. J'aurais pu en parler avant. Si on revient à ce tableau-là, on voit que nous, on est aux 35 heures, et on travaille en moyenne 4h14 par jour, et l'Allemagne, ils ne sont pas aux 35 heures, hein, ils sont 40 heures, je crois. Ils sont à 3h56 par jour. Et ce temps de travail, là, moyen par jour, en fait, il n'est pas fonction du temps de travail réglementaire d'un pays, puisqu'on voit que l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, qui ne sont pas aux 35 heures, travaillent en moyenne moins que nous. Ce n'est pas non plus fonction de la richesse du pays. Hein. Si on regarde la richesse par habitant, donc produit intérieur brut par habitant, la France a un produit intérieur brut par habitant inférieur à l'Allemagne et aux États-Unis. Pourtant, l'Allemagne et les États-Unis sont aux deux versants du spectre des pays occidentaux dans ce tableau. Et il y a aussi le taux d'emploi dans le pays, mais là aussi, le taux d'emploi varie énormément et pas spécialement ici. Donc pareil, vous pourrez voir à la fin
le détail de mes données, il y a quelques informations sur ce tableau en plus que vous pourrez consulter. Voilà. Donc, on revient à ici. Voilà. Donc, l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait pour baisser le chômage? Elle a mis en place les mini-jobs. Alors, mis en place, c'est un grand mot. Les mini-jobs, c'est quelque chose qui existait déjà avant en Allemagne et qui était plutôt réservé alors, soit aux étudiants, soit aux femmes au foyer. Donc, c'était mis en place dans le cadre d'une vision assez patriarcale de la société. Et en fait, ce qu'ils ont fait au début des années 2000, c'est qu'ils ont généralisé ça à l'ensemble de la population en facilitant l'accès pour que les personnes au chômage soient presque systématiquement obligées, si elles ne trouvent pas un vrai travail, de faire des mini-jobs. Et là, pareil, les mini-jobs, finalement, n'ont pas eu un si grand impact sur le taux de chômage, quoique c'est quand même un plus grand impact que les 35 heures. Les mini-jobs ont baissé le taux de chômage d'1 ou 2 points, suivant les prévisions. Deuxième idée, c'est que la baisse du temps de travail, ça peut être un moyen pour les gens de se politiser encore plus ou de s'engager encore plus dans des associations. Alors, là encore, ce n'est pas vraiment le cas. Ça n'a pas vraiment été le cas. Si on regarde dans les 30 dernières années, donc avant la mise en place des 35 heures jusqu'à maintenant, le taux d'adhésion à des associations est resté à peu près stable à 42% des 16 ans et plus. Donc ça n'a pas augmenté. Et pour ce qui est de l'engagement politique, alors l'engagement politique, c'est peut-être un grand mot, j'ai regardé plutôt l'intérêt pour la politique. Entre 2009 et 2016, l'intérêt pour la politique des 16 ans et plus, des 18 ans et plus, a baissé de 5 points. Donc on est passé de 54% d'intérêt à 49% d'intérêt pour la politique. Donc ça, c'est une baisse nette de l'intérêt pour la politique. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette baisse du temps de travail? On n'a pas vraiment baissé le chômage en baissant le temps de travail et on n'a pas libéré du temps pour qu'on s'engage. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que ce temps qui a été libéré dans les dernières décennies et même au-delà par la baisse du temps de travail, c'est du temps de loisir en plus. Et c'est ça qui va nous intéresser. Maintenant, c'est ce temps qu'on a gagné à passer à nos loisirs. En fait, c'est du temps qu'on a gagné à passer devant nos écrans. Alors, j'aurais pu faire des graphiques pour ça, mais tant pis. Alors, en 2019, en moyenne, on passait 4h30 par jour devant les écrans. Je vous rappelle, le temps de travail en 2019 en France, c'est 4h10. Il était dans le tableau. Pour un actif. Et du coup, là, on est à 4h30 devant les écrans. C'est une hausse d'une heure. Et c'était 2h50 de temps devant les écrans en 2011. Donc c'est une hausse d'1h40, soit 60% de hausse à peu près. Et le temps de travail dans cette période-là, il n'a baissé que de 4 minutes. Donc ce temps qu'on a passé en plus devant les écrans entre 2011 et 2019, c'est du temps qu'on a moins passé à travailler, mais c'est surtout du temps qu'on a passé en moins à faire d'autres activités dans nos vies. Donc les écrans ont gagné énormément de place dans nos vies entre 2011 et 2019. Il faut dire que ces 3h40, c'est du temps qui est passé devant la télé, mais en fait ça inclut les nouveaux médias type Netflix et compagnie. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que le temps devant les ordinateurs et les smartphones est resté à peu près stable entre 2011 et 2019. Il est passé de 44 minutes à 50 minutes à peu près. Voilà, donc 50% en 2011, c'est une majorité du temps ensuite en 2019. Alors après, ce temps passé devant les écrans, c'est pas forcément du temps. Alors ça peut être, on peut l'appeler comme on veut, ou on peut le considérer comme on veut, on peut l'évaluer comme on veut. On peut dire que c'est du temps de divertissement, c'est du temps qu'on passe à s'informer, à s'éduquer, à sociabiliser peut-être.
parce qu'on regarde, on passe ce temps devant ces écrans, parfois on n'est pas tout seul, hein, ou alors du temps de confrontation à des choses qui sont différentes de notre quotidien. On peut aussi le considérer comme un temps passif, une perte, un échec de socialisation, puisque le temps qu'on passe à regarder, à tourner vers la télé, c'est du temps qu'on passe pas tourner vers autrui, ou alors comme de la paresse. Bon, bref, les constats varient. Et notamment, on peut aussi dire que justement, c'est aussi des activités nouvelles, des formes nouvelles de rapport à l'écran qui ont émergé depuis 2011, qui rendent cette activité peut-être plus intéressante qu'avant. C'est pour ça qu'on la pratique plus. Bon, alors la première raison qu'on peut imaginer, elle est assez simple, hein. Quand on a Netflix, le moment où on est disponible devant son écran, avant, c'était pas forcément le moment où il y avait quelque chose d'intéressant à la télé. Donc on faisait autre chose, on ne regardait pas la télé. Aujourd'hui, si on a un moment disponible à passer devant un écran, s'il y a une série qu'on a commencé à regarder ou un film qu'on a envie de voir depuis longtemps, c'est à ce moment-là qu'on va le regarder. Donc mathématiquement, on va passer plus de temps à regarder les écrans, puisqu'on peut y voir plus de choses qui nous intéressent plus facilement. Il n'y a plus cette programmation qu'il y avait avant, ce rapport à la programmation des programmes télé avant. Il y a aussi un rapport nouveau à l'image. Pareil, je pense typiquement à Twitch, à YouTube. C'est que on va assister, par exemple, à un stream sur Twitch, mais ce stream auquel on assiste, on peut interagir non seulement avec les autres personnes qui regardent ce stream, mais on peut aussi interagir avec les personnes qui produisent l'image, qui produisent ce stream, et on peut débattre avec elles, on peut poser des questions, on peut interagir. Donc c'est du temps qui, voilà, il peut être gagné, perdu. Ce n'est pas vraiment l'objet de mon travail, mais c'est un temps qui est sujet à débat. Plus globalement, en fait, c'est ça, c'est ce temps qu'on libère, ce temps qui évolue avec le temps, mais qui évolue avec la société. Ça n'a pas été finalement du temps où les liens sociaux se sont renforcés comme on a pu espérer avec les réformes, la réforme des 35 heures par exemple. Mais le lien social n'a pas forcément augmenté, mais en tout cas il a changé de forme. Et ce changement de forme, c'est un changement de forme qui peut être positif, négatif, mais ce n'est pas notre propos ici. Donc voilà, on a regardé un peu les catégories, voilà, temps libre, temps physiologique, temps de travail. Maintenant, on va essayer plutôt que de regarder ça en termes de quantité de temps dans l'emploi du temps, on va essayer de regarder les qualités de ces différents temps, et surtout de deux points de vue finalement qui rejoignent les problématiques contemporaines. Le premier, c'est les inégalités humaines, et le deuxième, c'est les impacts environnementaux. Alors pour cette première partie, j'ai regardé vraiment les inégalités humaines, et c'est l'occasion de citer quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a le rapport sur les inégalités en France en 2019 qui est super intéressant, qui se lit tout seul, avec plein d'images, plein de choses. Et vraiment, c'est une source d'information très importante. Donc je vais résumer quelques-unes des informations que j'ai trouvées dessus, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très bien. La qualité du temps, c'est déjà, par exemple, son efficacité. Deux personnes qui travaillent ne vont pas tirer du tout la même chose de leur travail. Suivant qu'on est au salaire minimum ou qu'on est cadre avec des primes et des surprimes et tout ce qu'on veut, le temps qu'on va passer à travailler ne va pas du tout nous rapporter le même argent. Ne va pas avoir non plus le même effet sur notre santé. Si on est exposé à des matériaux mauvais pour la santé, à des pesticides cancérigènes ou autres, ça ne va pas du tout avoir le même effet sur nous que si on est dans un bureau bien aéré, dans une... voilà. Donc, comment ça se mesure, ces qualités de temps? Déjà, on peut regarder les écarts d'espérance de vie. En 2019, l'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres est de 14 ans. Donc les plus riches vivant jusqu'à un peu plus de 84 ans en 2019, contre à peu près 71-72 ans pour les 5% les plus pauvres.
Si on regarde en termes d'inégalité sociale avant qu'on se mette à travailler, on va regarder le taux d'accès à la seconde générale. Et chez les élèves d'origine favorisée, le taux d'accès à la seconde générale est de 84,8% en 2019. Et je prends le chiffre exact, je prends la donnée exacte, vous allez voir, contre 42,4%, c'est-à-dire exactement la moitié d'accès à la seconde générale pour les élèves d'origine défavorisée. Donc il y a exactement un taux d'accès 2 fois supérieur chez les plus riches à la seconde générale que chez les élèves dont l'origine sociale est défavorisée. Mais le problème s'arrêtait là, ça serait bien, mais en fait, ça continue ensuite dans la vie parce que le taux de chômage des non-diplômés est 3,7 fois supérieur à celui des titulaires d'un diplôme du supérieur long, donc des personnes qui ont fait de longues études après le bac. Donc les égalités sociales, elles continuent après. Et après, pour les égalités de genre, on peut notamment citer le fait qu'il n'y a que 40% de femmes à l'Assemblée et que 40% de femmes en études scientifiques. Donc voilà, il y a des parties de notre emploi du temps qui ont quand même un effet plus important que le reste sur la qualité générale de notre vie. Et ce qu'on peut dire, pour aussi rebondir sur ces chiffres de 2019, on peut mentionner 2 choses qui ont un peu fait l'actualité récemment. C'est que d'une part, alors on se dit, voilà, le temps de formation. Du coup, si on est très riche ou si on est suffisamment riche, on va avoir un temps d'études dans notre vie qui va être important parce que, voilà, de par nos origines, on aura 2 fois plus de chances de faire des études longues. Mais pourtant, que va mettre en place le gouvernement à court terme, là, c'est rendre les formations professionnelles payantes, en partie, pour les personnes qui travaillent. Donc encore une fois, quelque chose qui défavorise les personnes qui ont a priori fait le moins d'études et qui ont les salaires les plus faibles et le moins de moyens pour se payer des formations professionnelles. C'est elles qu'on va faire payer. Donc d'un côté, on a une politique publique qui ne va pas forcément dans la bonne direction, dans cette idée que si on veut une société plus égalitaire, tout simplement, d'un point de vue comptable, si on augmente le nombre de le temps d'études des personnes les moins favorisées, ça va rendre la société plus égalitaire. Et pourtant, on rend cet accès aux études, en tout cas à la formation professionnelle, plus difficile. Mais d'un autre côté, là c'est peut-être plus anecdotique parce que ce sondage ne veut pas forcément dire grand-chose, mais on a fait un sondage auprès des Français pour leur demander s'ils étaient pour ou contre un délit de non-partage des tâches ménagères. Et 47% des Français, donc ce qui est la majorité des personnes qui ont répondu à ce sondage, ont répondu favorablement à un délit de non-partage des tâches ménagères. Et donc on sait où mesurer les inégalités. Et si on regarde dans l'emploi du temps, on voit très vite, en faisant des différences entre les personnes les plus riches et les plus pauvres, on peut voir des leviers d'action assez simples et finalement pas très problématiques pour réduire les inégalités dans notre pays. Et dans l'idée aussi de mieux répartir le temps pénible et puis le temps bénéfique en fonction des ressources et du genre. Alors, et forcément, quelque chose qui est important si on parle à l'échelle d'une société, ça va être son impact environnemental et surtout l'impact environnemental de l'industrialisation et de la mondialisation. Donc, pour citer un peu ce qui a été dit avant, si on considère qu'il n'y a qu'une seule ligne de l'histoire de développement de la société vers l'industrialisation, vers les progrès techniques et l'institution finalement d'un idéal sociétal occidental mondialisé, en fait on arrive vite à un problème. Mais avant d'en arriver là, c'est quoi les étapes de développement d'un point de vue d'emploi du temps? Alors, aujourd'hui, forcément, on va passer moins de temps à s'occuper de ces animaux et de ces plantes qu'à l'époque où, en Europe, on avait une agriculture vivrière, donc une agriculture de subsistance. On avait son jardin, ses poules, et on pouvait se nourrir parce qu'on vivait, on va dire, de manière
rurales, puisqu'aujourd'hui on est dans des sociétés où on vit à plus de 80% en ville, et du coup on passe ce temps-là, plutôt que de le passer là, on va le passer à faire ses courses. Pareil, ce temps qu'on passe à faire ses courses, il est bien plus élevé que le temps que passaient à faire leurs courses nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et on passe plus de temps à consommer maintenant qu'à l'époque, qu'avant la révolution industrielle, ici. Donc, on peut se dire, voilà, est-ce qu'on va demander aux pays en voie de développement de renoncer à tous les bienfaits, à l'abondance qu'apporte la société de consommation? Est-ce qu'on peut leur demander de renoncer à passer par l'étape de l'industrialisation pour arriver à, eux aussi, des emplois du temps où finalement, on travaille en moyenne, le pays travaille en moyenne à peu près 15% de son temps, et il y a les 85% restants pour d'autres activités, pour de la consommation, pour... Voilà. Alors, si on regarde, par exemple, l'agriculture vivrière, c'est quelque chose avec lequel il va falloir continuer à vivre. Par exemple, si on veut de la sécurité alimentaire. Donc, voilà. Pour assurer la sécurité alimentaire des pays en développement, notamment en Afrique, l'agriculture vivrière devra obligatoirement avoir une place dans ces pays-là dans les décennies à venir. Mais si on regarde un rapport de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, eh bien, il y a aussi des préconisations pour une végétalisation des sols, des villes, pour différentes raisons, notamment pour l'alimentation des citadins. Donc il y a d'autres voies que notre voie, hein. Il y a des préconisations différentes. Et en fait, le problème fondamentalement, même juste au-delà de la notion de faire de l'agriculture vivrière pour faire de l'agriculture vivrière, c'est que la préconisation d'émissions de tonnes de gaz à effet de serre, donc GES, par an par personne, dans le monde, elle est à 2 tonnes. Voilà, à 2 tonnes. Donc 2 tonnes par personne, par an, n'importe où dans le monde. Le fait est qu'en France, aujourd'hui, on est à peu près 12 tonnes. Alors, en 2016, on était à 12 tonnes d'émissions par an, par personne, de gaz à effet de serre. Donc les 12 tonnes, c'est vérifié. Après, j'ai trouvé sur le site, alors c'est vérifié sur le site gouvernement.fr, et sur tempeos.net, j'ai trouvé le détail de ces 12 tonnes. Alors, il n'est pas exact, mais il permet de se donner une idée. Sur ces 12 tonnes, il y a 2 tonnes pour les voitures, et à peu près 1,5 tonnes pour le logement, les déchets, 1,5 tonnes pour les services publics, 1,2 tonnes pour les achats de technologie et 1,1 tonne pour l'alimentation. Bon, alors, on va dans le détail, voilà, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de se dire que entre entre 1995 et 2018, il y a une évolution très importante qui s'est produite en France. C'est que, alors certes, et c'est ça qu'on vend pas mal pour la baisse des émissions à effet de serre, les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre en France ont baissé de 30% pour s'établir à 4,8 tonnes par personne par an. Mais en fait, en parallèle, et ça c'est rarement mentionné, ou en tout cas ça allait de plus en plus, mais au début ça n'était pas trop, c'est que je trouve la bonne formulation. Les émissions importées, voilà, les émissions importées ont augmenté de 78% sur la même période, donc entre 1995 et 2018. Elles ont augmenté de 78% pour être à 6,4 tonnes aujourd'hui, donc, enfin en 2018. Donc elles sont supérieures aux émissions produites en France, on va dire, qui sont, elles, de 4,8 tonnes. Donc
on est face à une impasse écologique, et cette impasse écologique, ben, on peut se dire il peut y avoir plein de solutions, notamment passer plus de temps à s'occuper de plantes, d'animaux, dans une agriculture vivrière, où il peut y avoir d'autres mesures à prendre. Alors, la mesure la plus simple et la moins problématique, c'est peut-être celle qui concerne l'énergie, parce que changer les habitudes de construction, d'alimentation, de consommation, de production, c'est beaucoup de mesures très compliquées. Certes, c'est 59% de nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est plein de mesures bien spécifiques et problématiques, notamment politiquement ou économiquement. Donc peut-être que ça peut poser problème. En revanche, si on regarde les transports et la production et la transformation d'énergie, donc les transports, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre, l'énergie 10%, soit 41% de nos émissions de gaz à effet de serre en France. On peut les réduire très rapidement, très facilement. Et il faut se dire que si on regarde déjà à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une société, tout ce qui est énergie, c'est une question fondamentale. Rien que si on se rappelle le temps physiologique, mais le temps qu'on passe à faire des choses, enfin notre emploi du temps, c'est soit du temps passé à se restaurer, s'entretenir, ou à dépenser de l'énergie. Et du coup, c'est pareil en société. Il y a de la production d'énergie, puis il y a de la dépense d'énergie. Donc si on arrive à avoir des sources d'énergie plus saines et du stockage d'énergie... j'ai perdu mon fil. Mais bon, bref. La production d'énergie, c'est au fondement de nos sociétés parce que, en gros, depuis ce qui s'est passé avec le progrès, finalement, il a suivi différentes étapes. Et on est passé d'une énergie qu'on fournissait uniquement nous-mêmes à une énergie qui a été fournie par les mules sur lesquelles on se déplaçait, par les bœufs qui labouraient nos champs, aux machines qui sont nourries d'énergie. Donc si on ne veut pas revenir en arrière à utiliser des mules et des bœufs, il faut une énergie propre. Et pareil, pour le stockage d'énergie, on ne peut pas revenir à l'état d'organismes monocellulaires qui ne vivent que de l'énergie qu'elles absorbent en permanence. On ne peut pas revenir sur nos tissus, sur les tissus adipeux qui font partie de nos corps. Voilà. Et donc, on revient on va conclure et on va revenir à notre jardin. Et du coup, est-ce que Bill Gates doit ou non tondre sa pelouse? Ni lui ni nous, finalement, ne devons tondre notre pelouse si on garde en tête la question de la biodiversité et qu'on oublie les considérations productivistes qui sous-tendaient le premier article qu'on a mentionné. Voilà, donc on a le sens de l'histoire, en tout cas le sens de l'histoire de notre société, c'est vraiment des gains de productivité qui ont augmenté avec le temps. Et en parallèle du temps de consommation de biens et de contenus qui a augmenté. Alors on peut se poser la question, est-ce que ce temps est vraiment nécessaire ou non? Mais aussi en parallèle de ces augmentations-là, un temps domestique, un temps de jardinage, de bricolage, un temps de décroissance qui a beaucoup baissé, mais du coup qui pourrait très bien augmenter, si on le souhaite. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que notre temps, le temps qu'on emploie à faire des choses, c'est du temps aussi qu'on emploie à détruire notre environnement et l'avenir de nos sociétés. Et ce temps dont on s'estime maître, il est aussi grandement limité par des logiques productivistes et des logiques mercantiles. Et peut-être se rappeler que, enfin, dans une dernière note, que le temps physiologique, c'est 50% de nos temps qu'on oublie souvent. Il faut s'en rappeler parce que toutes les menaces qui pèsent, elles pèsent sur nous physiologiquement. Voilà, merci. Et voilà les liens.